Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un monument, les fables de La Fontaine. On pense souvent connaître le corbeau et le renard, ce genre de choses, mais on va voir que derrière ces petites histoires d'animaux, il se cache quelque chose de beaucoup plus piquant. Une critique sociale d'une finesse absolument redoutable. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Et il faut savoir que ça n'a pas été facile pour lui. Dès le départ, La Fontaine a dû se battre contre les critiques. Voilà ce qu'on lui disait, en gros, ce que vous écrivez, ce sont juste des contes d'enfants. Une façon polie de dire que ce n'était pas de la grande littérature. Et croyez-moi, il a pris cette critique très au sérieux. Du coup, la question qu'on va se poser est simple. Est-ce que c'était vraiment que des historiettes pour endormir les petits? Ou est-ce que c'était quelque chose d'autre? Quelque chose de bien plus profond, un miroir en fait de la société de son époque. Et peut-être, qui sait, même de la nôtre. C'est ce qu'on va voir. Alors pour bien comprendre où il voulait en venir, le mieux, c'est de regarder comment La Fontaine lui-même se défendait. Et il le fait de manière assez géniale, au tout début de son deuxième recueil de fables. Il prend la parole et il répond directement à ceux qui le critiquent. Et voilà son argument massu. En gros, il leur dit « Ok, mes histoires d'animaux vous semblent trop simples. Mais attendez, et la guerre de Troie alors, l'Iliade, c'est quoi sinon une fiction avec un grand cheval en bois et des dieux qui se mêlent de tout ?» Pour lui, c'était clair. La fable, ce n'est pas un genre inférieur. Non, c'est un art, un vrai, une fiction qui sert à nous enseigner une vérité. Finalement, c'est exactement comme les grands mythes antiques. Bon, maintenant, entrons dans un de ses thèmes de prédilection, un truc qu'il adore, les rapports de force. La Fontaine est fasciné par cette question. Comment les petits, les sans-grades peuvent-ils non seulement survivre, mais parfois même triompher face aux puissants? Et les réponses sont souvent surprenantes. Un exemple parfait, c'est le lion et le moucheron. Quand on regarde les deux adversaires, franchement, le match semble plié d'avance. D'un côté, on a le lion, le roi des animaux, la force brute à l'état pur, et de l'autre, un moucheron que le lion lui-même qualifie de chétif insecte. On se dit que ça va durer 2 secondes. Sauf que le moucheron, il a un truc que le lion n'a pas, la ruse. Il déclare la guerre carrément et il va attaquer le lion pile là où ça fait mal, là où il est vulnérable. À l'intérieur du nez, sur son cou, des endroits inaccessibles pour ses grosses pattes. Résultat, le lion devient fou de rage, il se griffe lui-même, il s'épuise, et c'est le moucheron qui gagne. Pas par la force, mais par la stratégie. Et c'est là qu'on voit tout le génie de La Fontaine, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Le moucheron est tout fier, il s'envole pour claironner sa victoire, et paf, il fonce tout droit dans une toile d'araignée. Fin de l'histoire. C'est terrible, et la morale est géniale. D'abord, les plus petits ennemis sont souvent les plus dangereux, et ensuite, on peut triompher d'un grand péril et se faire avoir par un truc minuscule juste après. Une belle leçon d'humilité. Et cette idée que la force brute ne résout pas tout, on la retrouve partout chez lui. Pensez au lion et le rat. Le puissant lion est piégé dans un filet, incapable de s'en sortir avec toute sa puissance. Et qui le sauve? Un petit rat, qui, avec une patience infinie, ronge les cordes, une par une. D'où la fameuse morale, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Une façon de nous rappeler qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Un autre exemple encore plus extrême, c'est l'aigle et l'escargot. Là, c'est un tout petit insecte qui décide de se venger du puissant aigle. Et il ne lâche rien. Il le harcèle, il détruit ses œufs année après année, même quand l'aigle essaye de les cacher sur les genoux de Jupiter, le roi des dieux. Ça montre bien qu'avec assez de détermination, même le plus petit peut faire tomber le plus grand des tyrans. Allez, on continue dans la même veine. Parlons maintenant des fables où c'est l'intelligence, la pure intelligence qui l'emporte. Quand la ruse est plus forte que la force, ou même qu'une autre ruse. C'est une vraie partie d'échec. Prenez le coq et le renard. Le décor est planté, c'est un classique. Le renard, le grand manipulateur, repère un vieux coq perché sur une branche. Pour le faire descendre, il lui sort une histoire incroyable. Une paix universelle vient d'être signée entre tous les animaux. Donc plus danger, il peut descendre pour qu'ils s'embrassent. Bien sûr. Mais le coq, il n'est pas né de la dernière pluie. Et sa réponse est magistrale. Il ne dit pas « je ne te crois pas », non. Il rentre dans le jeu du renard et lui dit « Ah, quelle excellente nouvelle! D'ailleurs, je vois 2 lévriers qui arrivent au loin. Ils viennent sans doute annoncer la nouvelle officiellement. On va pouvoir fêter ça tous ensemble. » Il utilise le mensonge du renard contre le renard lui-même. Évidemment, en entendant le mot « lévrier », le renard se décompose. Il invente une excuse bidon et il détale. Et le coq, tranquillement sur sa branche, peut savourer sa victoire. C'est ça, la morale de l'histoire, car c'est double plaisir de tromper le trompeur. C'est tellement satisfaisant de prendre un arroseur à son propre jeu.
Un autre type d'intelligence, c'est l'adaptation. Et pour ça, la chauve-souris et les deux belettes est parfaite. Une chauve-souris se fait attraper par une belette qui, elle, est souris. Que fait-elle? Elle dit « Ah mais non, regardez, mes ailes, je suis un oiseau !» Et ça marche. Plus tard, elle se fait attraper par une autre belette qui, elle, est les oiseaux. Alors elle dit « Mais pas du tout, je suis une souris, vive les rats !» En changeant d'identité selon l'interlocuteur, elle sauve sa peau 2 fois. Une leçon de survie un peu opportuniste, on est d'accord. Maintenant, on arrive à la partie la plus corrosive, la plus satirique. Faut bien se remettre dans le contexte de l'époque, on est sous Louis XIV. Critiquer la cour directement, c'était extrêmement dangereux. Alors, La Fontaine a cette idée de génie. Il va parler des hommes en parlant des animaux. Le monde animal devient un miroir, à peine déformant, de nos propres folies. Une façon très habile de contourner la censure. Et pour bien saisir la fable qui arrive, il y a un mot à connaître, l'hybris. C'est un mot grec qui désigne cet orgueil démesuré, cette arrogance de celui qui se croit tellement au-dessus de tout qu'il en oublie les réalités les plus basiques. Et rien n'illustre mieux l'hybris que cette fable, l'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. Le titre dit tout. On a un type tellement absorbé par les étoiles à essayer de prédire l'avenir qu'il ne voit pas le trou béant sous ses pieds et il tombe dedans. La morale est terrible et tellement juste. À quoi ça sert de vouloir déchiffrer ce qui se passe au-dessus de ta tête si t'es même pas capable de voir où tu mets les pieds? Et des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Le corbeau qui veut imiter l'aigle et se ridiculise, une critique de la vanité. La chatte transformée en femme, qui ne peut s'empêcher de sauter sur une souris, la preuve que le naturel revient toujours au galop. Ou encore le fameux conseil des rats, qui ont l'idée géniale de mettre une clochette au chat, mais quand il s'agit de trouver un volontaire, il n'y a plus personne. Une belle illustration de l'écart entre les belles paroles et les actes. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la sagesse qui reste, bien des siècles plus tard, de ces histoires qui ont l'air si simples au premier abord? Eh bien, voilà quelques-unes des grandes leçons qui traversent son œuvre. Les plus petits peuvent avoir un pouvoir immense. Parler, c'est facile, agir, c'est une autre histoire. Il est crucial de connaître ses propres limites. On ne peut pas vraiment changer sa nature profonde. Et l'intelligence aura toujours un avantage sur la force brute. Franchement, tous ces thèmes sont d'une actualité assez déconcertante. Et c'est ça, en fin de compte, le vrai génie de La Fontaine. Il a réussi à créer un véritable théâtre du monde, en miniature. Il a utilisé des animaux, chacun avec son caractère, pour nous tendre un miroir et nous faire comprendre les mécanismes complexes de notre propre société. C'est, comme on l'a souvent dit, une véritable comédie humaine, mais jouée par des animaux. Et ça nous laisse avec une question assez amusante. Imaginez, si La Fontaine revenait aujourd'hui pour écrire sur notre monde du XXIe siècle, avec ses nouvelles technologies, ses nouvelles folies, quels animaux est-ce qu'il choisirait pour nous représenter? Pour incarner nos politiciens, nos entrepreneurs, nos influenceurs? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez et partagez cette vidéo. Allez, ne sois pas timide, fais-le pour moi.